Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette présentation sur la loi Girardin industrielle. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, on travaillera sur un petit déroulé des différents éléments concernant cette loi. Vous aurez l'occasion, au travers d'un chat, de nous poser des questions en live ou nous interroger à la fin, et on essaiera de traiter ces questions une par une pour ceux qui sont intéressés et qui ont évidemment des interrogations sur le dispositif. Donc, je me présente, je suis Stéphane Duez, je suis le président du groupe Epsilon, qui est un groupe de conseil en gestion de patrimoine, spécialiste de l'investissement défiscalisant, mais aussi de tous les process de placement et d'épargne financière. Ça fait 22 ans que je fais ce métier. Donc du coup, on a permis à Epsilon d'acquérir une forme de compétence dans ce domaine et de maîtrise sur le sujet. Et je suis accompagné de Charles. Donc, Charles, Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis conseiller chez Epsilon depuis le lancement en 2018 et j'ai commencé mon activité dans la gestion de patrimoine en 2010 et je suis responsable de la partie Girardin pour le groupe Epsilon. Avec un diplôme de Master 2 gestion patrimoine acquis avec brio. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a quelques connexions qui se font en cours de route. Dans le vif du sujet, déjà de la présentation. Donc, juste pour vous rappeler déjà le principe général de la loi, c'est une loi de défiscalisation. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une réduction fiscale. Mais on va vous montrer quelques schémas qui vont vous expliciter un petit peu le mode de fonctionnement, parce que l'idée, c'est d'être dans le concret et que ça vous semble facile d'accès. Donc, en fait, par définition, si on est sur ce principe en fait, de défiscalisation, il faut savoir qu'on peut l'assimiler soit à un principe de récupération d'une partie de son impôt, soit une recherche de performance financière, puisqu'on peut tout à fait assimiler ce schéma de défiscalisation à l'idée de je place mon argent et je vais essayer d'en tirer une performance financière qui est la plus efficace possible. Aujourd'hui, dans le calcul, si on doit prendre un exemple concret, lorsque vous apportez 8 500 € de cash, d'investissement, ça va vous permettre d'accéder dans cette période-là, puisqu'il y a une différence de période en fonction et une différence de rentabilité qui va s'exprimer en fonction de la date à laquelle vous souscrivez, vous allez bénéficier en fait d'un gain fiscal de 10 000 €. C'est-à-dire que vous apportez 8 500, vous aurez un gain fiscal qui va s'opérer à partir de la date à laquelle vous allez recevoir votre avis d'imposition. Donc, si par exemple vous souscrivez en décembre de cette année, vos avis d'imposition, quand ça veut bien marcher, vous les percevez en juillet ou août de l'année suivante, donc 2024. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir percevoir une reversion. Donc, une reversion de ces impôts. Donc, on vous en parlera en fonction aussi du schéma du prélèvement à la source auquel vous êtes assujetti. Mais l'idée, c'est je mets 8 500 €, je récupère en réduction fiscale 10 000 €. Et c'est le seul gain dans le cadre de cet investissement Girardin. C'est le seul gain dont on va bénéficier. C'est un système de cash flow qui est assez rapide, puisque vous voyez, ça peut se faire sur une durée assez courte. Donc, on peut le concevoir comme un support de placement financier. C'est-à-dire que le capital, c'est 8 500. Les intérêts, c'est 1 500. Donc, 1 500 rapporté à 8 500. Vous avez placé votre argent dans cette période-là à 18%. Alors, 18% annuel. La réalité, c'est que si vous avez bien suivi jusqu'à présent, on est sur un délai qui est beaucoup plus court, puisqu'on est sur décembre, juillet, août maximum. Donc, on est sur 18% sur une période de temps qui est très, très, très courte. Donc, la performance financière du sujet, elle est très forte. Mais on peut aussi l'assimiler, comme je vous le disais en introduction, on peut aussi l'assimiler à une quote-part de l'impôt qu'on récupère, puisque c'est aussi ça l'idée, c'est de dire, au lieu de payer 10 000, je vais payer 8 500 au final, puisque je n'aurai pas d'autre débours que ces 8 500 que j'ai fournis à cette date-là, donc sur cette fin d'année. Donc, j'ai économisé 1 500, c'est-à-dire 15% des impôts que j'aurais dû payer. Donc, c'est plutôt intéressant de travailler dans ce cadre-là. C'est quand même un peu moins engageant. Alors, évidemment, il faut être toujours vigilant sur comment on le fait, avec quoi, sur quel support. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi, en même temps qu'on vous parle de la loi Girardin, vous parler du montage qui est associé à ce dispositif qui est défiscalisant, puisque c'est la base du sujet. Hein. C'est la loi, certes, mais la mise en application, avec quelle garantie, avec quel monteur. Ces éléments qui sont fondamentaux dans la recherche de rentabilité et de sécurité surtout. Oui, pour compléter, on est vraiment sur un investissement one shot, c'est-à-dire que j'investis maintenant et uniquement pour l'année prochaine. Si je veux refaire les années suivantes, je dois à nouveau resouscrire. Et on n'a pas, comme certains dispositifs, un espoir de gain, par exemple, à 5 ans. On est vraiment sur un schéma de trésorerie, comme l'a dit Stéphane,
investissement N et du coup récupération de son cash en N+1. Exactement. Donc, du coup, voilà, comme le dit Charles, dispositif one shot et qui est tout à fait adaptable. On vous a pris l'exemple des 8 500 € d'apport. On peut gommer à l'euro près ce qu'on veut et aussi en fonction de ce qu'on a aussi en apport et en disponibilité de cash, parce que vous l'avez compris, forcément, il y a un besoin d'apport de cash. Donc, il faut avoir cette disponibilité, même si on la bloque que quelques mois, il faut pouvoir en disposer. Mais c'est le caractère un petit peu sur mesure du sujet, il est top parce qu'effectivement, on peut gommer exactement le montant à l'euro près de ce qu'on veut gommer en termes d'impôt. Okay, donc ça, c'était le principe général. Et on a des questions qui nous arrivent. Donc, c'est le principe général. On va parler un peu plus de la loi et de qu'est-ce qui se met en place. Donc en l'occurrence, je peux passer le slide suivant. Donc, évidemment qu'il y a un cadre législatif. Donc, c'est l'élément fondamental du sujet, c'est de se dire, voilà, c'est la loi, c'est proposé par la loi. Dans toute loi de défiscalisation, il y a une velléité qui est déterminée par l'État, qui dit, voilà, vous investissez dans ce secteur d'activité et en contrepartie, je vous donne un avantage fiscal. Donc, il y a un besoin qui est exprimé par le législateur d'un sujet. Donc, souvent, on peut être subventionner des sujets comme l'immobilier. On travaille nous beaucoup sur les dispositifs Pinel ou autres, parce que par définition, effectivement, un problème de logement. Là, en l'occurrence, le cadre général, donc c'est l'article 199 1 des CSB du Code général des impôts. Donc ça vous passionne pas plus que ça, mais c'est pour dire que voilà, on fait référence à une loi et au Code général des impôts. Ça va permettre en fait, et c'est ça le sens aussi de la loi, de financer des matériels productifs qui vont être utilisés dans les DOM. Et cette notion-là, elle est hyper importante parce que effectivement, beaucoup d'entreprises d'hommes vont essayer de se financer, parfois par du crédit bancaire, et c'est souvent compliqué parce que les crédits bancaires sur place sont beaucoup moins compétitifs et beaucoup plus restrictifs. Donc, on va permettre en fait la finançabilité de matériel productif de toutes sortes. Alors, évidemment, il y a une liste de secteurs d'activité qui vont être concernés, au même titre qu'il y a une liste qui est exclue. Tout ce qui est panneaux solaires et économie d'énergie, c'est exclu du champ d'éligibilité, même si ça l'était par le passé. Voilà, ça va être essentiellement de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, pas d'hôtellerie par exemple aussi. Donc, du coup, ce sont des matériels qui sont déterminés comme éligibles à cette loi, qui vont être financés par ce biais-là et qui vont permettre de favoriser l'activité économique. Donc, du coup, il y a aussi, de manière induite, des retours sur investissement aussi pour le trésor public et pour le gouvernement, dans la mesure où ils vont favoriser l'activité économique, en fait. Donc voilà, effectivement, il y a certains DOM qui sont aussi intégrés dans ce domaine-là. Et en fonction de la zone géographique dans laquelle on travaille, on va avoir un avantage fiscal qui va être un différent à la marge en termes de taux d'avantage fiscal, en termes de taux de réduction fiscale. D'accord ? Donc ce sujet-là, voilà, est tout à fait encadré. Évidemment, nous, on se base là-dessus, aussi sur nos compétences et sur notre analyse de la loi et des montages. Et c'est vrai que on va essayer de faire en sorte d'apporter aussi un maximum de garanties. Alors, sur l'organisation et ce qu'on peut faire en maximum, c'est vrai que pour ceux qui sont un peu informés, il existe des plafonds des niches fiscales. C'est-à-dire qu'il existe un plafond qui compose l'ensemble des avantages fiscaux auxquels on peut avoir droit de manière assez classique, assez générale, qui intègre par exemple la loi Pinel ou qui intègre les emplois à domicile, qui est à 10 000 €. Là, on est dans un plafond vraiment super spécifique dans la mesure où on part déjà d'un plafond à 18 000 € de base. C'est-à-dire qu'on peut défiscaliser dans cette niche-là autour de la Gérard industrielle, la Sofica et d'autres dispositifs, maximum 18 000 €, mais par un mécanisme en fait de rétrocession de son avantage fiscal, c'est-à-dire le nôtre, nous en tant qu'investisseurs, on va rétrocéder une partie du gain fiscal qu'on réalise, notamment à l'entreprise locale qui va acheter son matériel moins cher que ce qu'elle devrait. On va pouvoir aller défiscaliser encore plus fort que les 18 000 €. Et en l'occurrence, le quantum maximum de défiscalisation qu'on peut octroyer, c'est 40 900 € pour un produit sans agrément et 52 900 € pour un produit avec agrément. Et on vous expliquera un petit peu les différences de ces deux sujets. Donc, alors on a arrondi, parce que c'est 42 909 € et 52 941 €. Mais la mécanique reste celle-là, c'est qu'effectivement, on peut aller effacer jusqu'à 52 900 € de ces impôts. C'est énorme. C'est un des dispositifs les plus impactants. Il y a d'autres dispositifs qui existent qui sont hors plafond des niches fiscales,
mais ça concerne voilà, de la rénovation de monuments historiques ou des dispositifs Malraux. Là, on est dans un dispositif tout à fait encadré où on va aller chercher quelque chose de très impactant pour sa fiscalité personnelle. Okay, donc, en l'occurrence, alors, effectivement, il y a une question qui nous est posée par Alexandre. C'est la question de qu'est-ce qui se passe si on dépasse le montant d'impôt qu'on a réellement à payer. Oui, monsieur, en effet, il y a un report qui est possible. C'est ça qui est intéressant sur le Girardin, c'est cette souplesse-là, c'est-à-dire que si jamais vous dépassez, votre réduction d'impôt sur l'année N+1 dépasse le montant réel de vos impôts, la somme elle est reportable sur les années suivantes pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas perdu. Par contre, le dispositif a perdu un petit peu, l'investissement à date a perdu un petit peu de son efficacité, mais ce n'est pas perdu. C'est le principe. Si vous avez une réduction, vous avez une performance financière de 18% sur un an, si vous étalez l'avantage financier sur 2 ans, ce n'est pas 18%, c'est plutôt 9%. Donc, c'est toujours mieux qu'un livret, il n'y a pas de doute. Mais tant qu'à faire, autant essayer de travailler sur le bon montant. Et c'est pour ça que la projection fiscale de qu'est-ce que vous allez gagner cette année, 2023, on parle bien de 2023, par rapport à ce que vous avez aussi comme dispositif en cours, parce qu'il faut aussi intégrer les dispositifs que vous auriez pu lancer aussi par ailleurs, eh bien, il faut mieux le calibrer plutôt que de dépasser trop fortement. Donc après, Alexandre demande aussi dans quelle mesure, qu'est-ce qui fait la différence et qui est éligible aux produits avec ou sans agrément. Ce n'est pas une histoire de personne en fait. On va le voir, c'est plutôt une histoire de produit, c'est-à-dire quel type de projet on va financer quand on est avec ou sans agrément. Et je vais vous expliquer les détails de cet élément-là. Donc le principe, c'est celui-là, c'est que déjà, pour être éligible et pour pouvoir faire de la défiscalisation en loi Girardin industrielle, il faut que le support productif s'y prête. Pour qu'il s'y prête, eh bien, il s'agit effectivement d'un support qui doit être neuf. Donc, on parle bien de support productif. Alors, je vais vous donner des exemples, mais grosso modo, ça va être un tractopelle, une grue, une voiture, un four à pain. Et tous ces dispositifs-là et tous ces supports-là doivent être donc neufs et amortissables, puisqu'on est bien dans la création de valeur, la création de nouveaux matériels pour une production immédiate. Amortissable au sens comptable de la loi, en fait. C'est quelque chose qui va pouvoir entrer dans l'amortissement comptable d'une entreprise. On a une obligation de détention des parts et du matériel pendant 5 ans. Alors, ça peut être une durée plus courte ou plus longue en fonction de si l'amortissement, donc je vous disais comptable, du matériel est plus ou moins long. Parce qu'il y a des matériels qui vont s'amortir sur 3 ans, d'autres sur 6 ans. Donc, du coup, l'avantage fiscal nécessite que l'exploitation perdure sur ce matériel pendant la durée d'amortissement. Donc ça, comme on va le voir aussi ensuite, on va travailler souvent sur plein de matériel, il y a moyen que l'engagement soit différent d'un matériel à l'autre. Ça, c'est des choses qui ne vous touchent pas dans la mesure où vous, j'ai aimé 8500, j'ai gagné 10 000. Ça n'empêche pas qu'évidemment, il faut rentrer dans les exigences de la loi et rester dans ce dispositif pendant 5 ans. Effectivement, on vous en parle, l'élément aussi fondamental, c'est que le bien soit mis en service à la date de 2023. Mise en service, c'est-à-dire que le matériel doit être livré à l'état productif. Donc, et mis en service potentiellement sur l'année 2023. Donc ça, c'est des choses ensuite qu'on va gérer nous dans la relation avec notre monteur qui est en vigilance, parce qu'il faut qu'il ait un PV livraison, il faut qu'il ait tous les éléments qui permettent de prouver qu'on est dans la bonne date. Parfois, on a eu des doutes sur est-ce qu'on va être dans les temps au 31-12 ? On n'a pas pris en fait. Donc, et on va se protéger par rapport à ça. Mais effectivement, il faut qu'il y ait quand même cette mise en service, cette mise en disponibilité du matériel sur l'année 2023. Et effectivement, on a la possibilité de travailler avec ou sans agrément. Alors, j'explique. Quand on travaille sur un produit déjà qui dépasse en montant d'investissement 250 000 €, c'est-à-dire qu'on a un matériel qui dépasse en montant d'investissement 250 000 €, quoi qu'il arrive, on est obligé d'aller chercher un agrément fiscal. Exemple concret, dans les années passées, une année, on avait notre partenaire qui est essentiellement sur la Guadeloupe et un petit peu sur Saint-Martin, nous avait comme projet un financement d'une barge
qui faisait l'avitaillement entre la Guadeloupe et les Saintes. Là, le matériel dépassait les 250 000 euros. Donc, on était sur un investissement avec agrément de l'administration fiscale. Et l'administration fiscale délivre son agrément a priori et pas a posteriori. Donc là, par exemple, sur les SNC qu'on a avec agrément, on a déjà eu notre partenaire nous a déjà transmis les documents d'agrément de Bercy. Alors, un agrément fiscal, c'est ça. L'agrément fiscal, c'est que Bercy va analyser le montage financier, le montage fiscal, juridique, va déterminer aussi dans quelle mesure il y a une exploitation qui lui semble stable et va dire, je donne mon agrément fiscal. Donc, il y a une sécurisation en amont. Des fois, ça peut prendre du temps, hein, parce qu'un agrément fiscal, ça peut s'obtenir au bout de 2 ou 3 ans, en fait. Hein. Donc, ça peut mettre un peu de temps. Mais ça, voilà, quand les produits sont à la diffusion, c'est qu'ils ont l'agrément, ils ont un coup de tampon. Et à partir du moment où on a cet agrément fiscal, on va avoir 2 éléments qui vont se mettre en œuvre. C'est qu'on va avoir, une rétrocession de l'avantage fiscal qui est plus forte. Donc, du coup, on va pouvoir défiscaliser plus fort. Donc, on va monter jusqu'à 52 000 euros. Et le taux de réduction d'impôt peut être différent parce que on est dans un autre schéma fiscal qui est toujours le GRD industriel, mais avec un schéma de taux de réduction qui est différent. Alors, des fois, ça peut s'impacter un peu sur la performance financière du projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir à mettre, au lieu de mettre 8 500, peut-être 8 600, vous voyez, pour le même gain. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend en fait des projets, mais la réalité, c'est que c'est un support qui va bénéficier en amont d'un agrément. Par contre, on ne travaille que sur une exploitation. Donc, Charles vous en parlait, on a eu le système des barges. Alors, il faut savoir que sur le système, par exemple, des barges, il y a un financement qu'on va nous apporter, mais il y a derrière le conseil régional qui subventionne. Il y a parfois du crédit bancaire avec la banque qui dit OK, l'exploitation elle est fiable. Donc on a aussi quand même des éléments de sécurisation complémentaires, quoi. Donc, mais on n'est que sur une exploitation. Et c'est pour ça que parfois, nous, on va aussi être tenté de travailler plutôt aussi sans agrément, parce que l'avantage de travailler sans agrément, c'est qu'on va pouvoir diversifier, mutualiser. C'est-à-dire qu'on va travailler sur plusieurs SNC qui seront tout en dessous de 250 000 euros. Et dans chaque SNC, vous allez avoir 30 matériels. Donc, un bout de location de voiture, un bout de tractopelle, un bout de grue, ce qui permet aussi de diversifier et de mutualiser. Et ce qui permet aussi potentiellement d'aller chercher une performance financière plutôt attractive. Donc, c'est aussi le schéma sur lequel on veut évidemment s'investir. Donc, Julie, pour répondre à votre question, il n'y a pas une seule réponse. Ça va dépendre. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si votre situation est celle-là, plutôt un investissement sans agrément, puisque la rentabilité sur les dispositifs sans agrément est plus intéressante. Et que j'imagine que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est que vous cherchez aussi de la performance financière. Et après, concrètement, la réalité des choses en ce qui nous concerne, c'est qu'il y a aussi peu de produits avec agrément. Donc en volume, on a beaucoup plus de projets sans agrément. Et puis après, voilà, l'agrément, comme vous avez compris, c'est est-ce que le matériel est légible ou pas, est-ce que le montage est bien fait. Donc, les matériels légibles, on les connaît par cœur, notre monteur les connaît par cœur, on engage notre responsabilité civile et le monteur aussi. Hein. Donc, dans ce cadre-là, il y a pas vraiment de sujet à se poser la question, est-ce qu'il faut le coup de tampon de l'administration fiscale. C'est notre travail, c'est notre expertise et c'est notre compétence. Donc ça, évidemment, c'est les principes généraux de la loi. Ce qui est important, c'est le montage. Qu'est-ce qu'on met autour de l'opération pour faire en sorte que cette opération, elle soit fiable, elle soit sécure, au-delà de la performance financière. Donc ça, c'est notre rôle, c'est le rôle du conseil qui engage sa responsabilité. Nous, on agit en tant que conseil en investissement financier. C'est une activité qui est hyper réglementée, donc par l'AMF, par un certain nombre d'organismes tutélaires, ce qui nous oblige à mettre en place un maximum de diligence aussi autour de ces dispositifs qui, s'ils sont mal montés, peuvent mener à forcément des risques fiscaux, des risques d'exploitation, des risques en capital. Donc ça, c'est tout le montage qui va apporter aussi ces éléments de garantie. Donc déjà, oui, un élément fondamental, c'est le partenaire qui le fait. Donc, je ne vous cache pas que nous, on ne travaille pas avec 150 partenaires parce qu'on a cette certitude et qu'on a fait le choix de travailler avec un partenaire principal avec qui on travaille depuis 20 ans, en fait. Donc, avant même la création d'Epsilium. Donc, on travaille, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans la gestion de patrimoine. Donc, ce monteur-là, il a une expertise. Il a fait le choix aussi de travailler sur une zone qu'il maîtrise.
Donc voilà, il est sur 2 zones principales, Guadeloupe, Martinique, et un bout de… Guadeloupe, pas trop la Martinique. Guadeloupe, un petit peu Saint-Martin. Et après, il a été président de la Chambre du commerce et de l'industrie en Guadeloupe. Donc, il est important de bien connaître le tissu économique local. Donc, c'est un bon point aussi par rapport à ça. Exactement. Donc du coup, voilà, ça permet aussi d'avoir une visibilité, une interaction et d'avoir une clairvoyance sur ce qui est fait. Après, effectivement, on va faire le choix aussi sur les supports d'activité de répondre à des besoins qui sont basiques. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les matériels sur lesquels on travaille vont répondre à des besoins de déplacement, donc location de voiture, camion, etc. C'est des choses qui sont basiques et qui ne travaillent pas sur des marchés de niche. Ça va être aussi besoin de logement, donc, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le BTP, donc, ou voilà, besoin de se nourrir, donc, parce qu'on travaille aussi sur l'agro ou les entreprises boulangeries, artisanales, de l'e-commerce. Donc, du coup, on est vraiment sur des schémas basiques qui permettent de créer une forme de sécurité d'exploitation. Après, le matériel qu'on va financer, on va aussi obtenir, au travers du montage spécifique, des éléments de sécurisation liés au matériel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage fiscal n'est pas lié à l'exploitation, il est lié au matériel en lui-même, donc à l'utilisation de ce matériel. Donc, pas à l'exploitant lui-même, pas le loueur de voiture, je ne sais quoi, c'est le matériel. Et c'est pour ça qu'en fait, dans chacun des projets du contrat qu'on va passer avec le loueur, il va y avoir une clause de réserve de propriété. C'est-à-dire qu'il y a une clause qui dit, si le loueur ne paye pas les loyers, on peut récupérer à tout moment la voiture et la faire rouler jusqu'à un autre loueur juste à côté. C'est pour ça qu'il y a une transférabilité et du coup une forme de certitude parce que du coup, oui, on sait que on se blinde nous de garanties en amont de ce sujet. Donc, et même si demain l'exploitant ils font les plombs, l'avantage fiscal est associé effectivement au matériel. Et si c'est une cessation d'activité, il n'y a que 3/4, entre guillemets, du matériel qui peut être sujet à la requalification. Donc, on est quand même sur un élément de sécurisation, mais la base, c'est quand même le choix, effectivement, du matériel et les garanties qu'on va prendre là-dessus. Puisque le risque principal, c'est le risque de requalification fiscale, dans la mesure où vous conservez les parts de la société dans laquelle vous avez investi, ce n'est pas compliqué. Par contre, s'assurer que le bien, le matériel est loué pendant 5 ans, c'est juste plus compliqué parce que vous n'êtes pas devin, moi non plus. Donc, le fait qu'il y ait cette clause de réserve de propriété et qu'on soit sur du matériel roulant, déplaçable, sont des éléments forts du montage qui limitent justement ce risque de requalification. Et à date, avec le partenaire avec qui on travaille, moi ça fait un peu moins longtemps, ça fait 10 ans, j'ai fait des investissements à titre perso avec cet opérateur en Girardin. Il n'y a jamais eu de requalification fiscale. Jamais. Donc, l'autre élément fort, vous l'avez compris, c'est aussi la diversification. Et je pense que c'est bien. Si vous investissez dans plusieurs sociétés qui investissent en plusieurs exploitants, ça permet d'ouvrir le scope. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez investir sur 1, 2, 3, 4 SNC avec 30 exploitations et 30 matériels en face. Donc, ça permet aussi de se dire, lorsqu'on est sur un schéma sans agrément, d'avoir aussi ce schéma de dilution et qui est toujours une bonne chose. C'est comme quand on place son argent, c'est toujours bien de mettre une ligne de fonds en euros, une ligne d'action, etc. pour avoir plus de certitude, même si là, la certitude est quand même plus forte que les valeurs actions ou l'investissement en bourse si on est sur des lignes directes d'acquisition. Autre élément qu'on va prendre et qui sont forcément importantes, c'est justement pouvoir contraindre notre loueur à quoi qu'il arrive payer. Donc, il faut savoir que chacun des loueurs, lorsqu'ils signent un contrat de location, ils vont être caution personnelle. Donc, caution personnelle sur leurs biens propres, sur leur maison, sur leur famille, ce qui permet quand même d'avoir cette sécurisation aussi, parce qu'il y a un engagement qui n'est pas un engagement juste oral ou un engagement classique. On est quand même sur des prises de garantie qui sont très fortes. Autre élément fort, comme on investit au travers d'une société en non collectif, SNC, il y a une solidarité normalement sur le papier des dettes de la société. Sauf que la seule dette de la société, c'est la dette du crédit. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autres passifs potentiels. Et que ce crédit qu'on va souscrire, parce qu'il y a un crédit qui est pris, mais pas en votre nom, qui est pris au nom de la SNC, qui va être assorti d'une clause de non-recours de tiers. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la banque elle peut venir vous chercher, et à aucun moment, le crédit peut vous demander d'avoir à compenser quoi que ce soit de la part de l'investisseur. Alors, on parle de crédit pris par la SNC, puisque
En fait, la loi est un peu plus complexe que ça. Si on arrondit, si On va vous voir le voulez, montage après. si vous voulez une réduction d'impôt de 10 000 euros, la loi dit que globalement, il faut un investissement de 20 000. Les 20 000, ils sont financés par l'apport que vous avez mis. 8 500, c'était l'exemple initial. Il y a le montage qui nous donne il y a un schéma. Ouais. Très bien. Et le delta de 11 500, finalement, est financé via un crédit qui est pris par la SNC. La SNC finance donc le matériel pour 20 000, le met en location pour l'exploitant et l'exploitant va verser un loyer en contrepartie de ce matériel. Donc finalement, David, pour répondre à votre question, l'agrément est-il gage de sécurité? Oui, c'est un élément de sécurité, mais le fait d'investir sur de la SNC sans agrément n'est pas nécessairement un risque supplémentaire. Exactement. Donc justement, on parlait de ce montage-là, j'espère que vous le voyez bien. Donc par définition, l'idée c'est ça, c'est que on vous a expliqué que oui, vous alliez avoir un apport qui était de 8 500 euros. Je reprends l'exemple. Donc vous avez l'apport en haut de 8 500 euros qui va vous donner un avantage fiscal, une réduction fiscale de 10 000 euros. À partir de là, pour vous, ça s'arrête. Mais c'est important de comprendre aussi comment ça se finance, parce que ça a l'air un peu magique sur le papier. Ça l'est pas, c'est juste tout simplement voilà, un schéma où vous allez avoir des parties prenantes. Donc 8 500, ça va me permettre en fait, dans la réalité des faits, de financer pour 22 000 euros de matériel. Là, c'est un produit sans agrément. On a une réduction fiscale qui est de 44,12% de l'investissement réalisé, du montant de matériel acquis de 22 666. Donc, si je fais 22 666 fois 44,12, j'ai mes 10 000 euros d'impôt gommés. C'est fini. Mais vous vous dites, voilà, j'ai mis 8 500, j'ai acheté pour 22 000 euros de matériel. Il en manque à bout. Oui, il en manque exactement 14 000 euros, 14 166 euros. Et en fait, ces 14 166 euros, comment ils sont financés? Eh bien, c'est ce qu'on vous disait, c'est que la SNC va souscrire un crédit de 14 166 euros qui va être remboursé par le loueur qui va payer 14 166 euros. Et c'est un schéma de crédit bail. C'est-à-dire qu'à la fin, il est propriétaire du matos, en fait, enfin du matériel, notre loueur. Donc, du coup, quand vous regardez bien, vous avez ce schéma qui est rapide, qui est j'ai mis 8 500, j'ai commis 10 000. Mais derrière, évidemment, qu'il y a un investisseur et un loueur qui a financé son matériel. Et le matériel l'a financé 14 000 euros, alors qu'il aurait dû le payer 22 000 plus des intérêts. Donc, c'est pour ça que c'est un deal gagnant-gagnant. C'est un deal qui permet évidemment à nous, investisseurs, parce que je me mets dedans, donc, nous, investisseurs, de bénéficier d'un avantage fiscal et financier fort, mais ça permet de stimuler de l'activité économique, d'avoir un exploitant qui achète pour une moindre valeur son matériel, et tout en ayant quand même un montage qui est sécurisé, en tout cas dans le cadre de l'opération qu'on met en place. Quoi. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir une boucle qui est bouclée, avec la possibilité de travailler sur quelque chose qui peut être renouvelé chaque année. Et souvent, en fait, c'est ça la logique, c'est que alors, il y a deux cas de figure, Charles va vous en parler, mais tout dépend de votre situation fiscale et de l'évolution de votre situation fiscale. Parce que oui, le 10 000 euros peut se matérialiser en septembre ou en août 2024 par une reversion de la part du Trésor public. C'est-à-dire qu'en mois d'août, vous recevez vraiment 10 000 euros de la part de l'administration fiscale. Donc ça dépend, notamment si vous avez assez payé et que votre passe, votre prélèvement à la source est suffisant. Est-ce que tu peux peut-être en parler En fait, si vous voulez, le principe, c'est je suis en 2023, donc mon conseiller estime que mes revenus vont générer une fiscalité de 10 000 l'année prochaine. Je fais donc mon investissement de 8 500 au mois de novembre. On est là aussi, on ne l'a pas précisé pour vous accompagner sur les déclarations de revenus, puisque à la déclaration, ce n'est pas très compliqué, il y a 4 cases à remplir. Mais Bercy change les numéros de cases tous les ans, donc ça simplifie pas les choses. Et donc, au moment de la déclaration, vous allez donc avoir un impôt brut appelé par le Trésor public de 10 000. On va leur dire qu'on a fait un investissement en Girardin de 10 000, donc votre impôt net à payer est à 0. Sauf qu'au titre de 2023, vous avez été prélevé au titre du prélèvement à la source tous les mois sur vos salaires, si c'est bien fait, normalement de 10 000 euros. Donc, tout cet impôt qui vous a été appelé sur les 12 mois, finalement, l'a été, on va dire, indûment. Et donc, à l'été 2024, le Trésor public vous restitue cette somme-là. Il faudrait vraiment que vous ayez une grosse augmentation, par exemple, dans l'année. Si vous êtes dans une tranche d'imposition
à 30%, par exemple, pour que les 10 000 euros soient mangés, on va dire, par votre augmentation de revenus, il faut que vous ayez 30 000 euros de revenus en plus par rapport à ce qui était calculé sur votre passe. Donc, parce que 30% de 30 000, bon, voilà, ça fait 10 000 euros d'impôts que vous aurez dû payer en plus. Vous ne pouvez pas vous échapper, par définition, donc que vous auriez en plus à payer. Donc, du coup, là, le Girardin vient juste effacer le surplus d'impôts que vous aurez dû à payer. Vous n'avez pas de reversion, mais de toute manière, vous auriez dû l'acquitter entre septembre et décembre. Donc là, du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est bien calé. Alors, ce qui est moins sympa, c'est que par le passé, on pouvait moduler son pass, baisser son pass et dire je paye mes impôts en avance. Par exemple, je paye mes 1 500, je n'ai pas à payer le pass en cours de route. Bon, là, ça ne marche pas. On n'a pas le droit de moduler son pass sur la base d'une réduction fiscale. Donc, du coup, voilà, on paye et puis on est remboursé, en fait. Mais c'est quand même toujours agréable au mois d'août quand on est en vacances, de recevoir un virement de 10 000 euros. Et souvent, c'est ce qui se passe avec nos investisseurs, c'est qu'ils perçoivent un chèque de 10 000 euros, enfin un virement de 10 000 euros, et ils nous appellent, qu'est-ce que je fais avec mes 10 000 euros? On refait une opération avec ces 10 000 euros et on reduplique à chaque fois l'investissement avec le gain qui en découle. Alexandre, sur votre question, existe-t-il un indicateur de performance ou de réussite de ce placement? En fait, à date, il n'y a jamais eu de sujet, si vous voulez, il n'y a jamais eu de requalification fiscale. On fait 300 investissements à peu près cette année. Oui, je pense. Chaque année, on est à peu près sur ces volumes-là. Ce qui a pu se passer, ça s'est passé l'année dernière. On a dit qu'il fallait que le matériel soit à l'état d'exploitation au 1er janvier de l'année qui suit. Donc là, en l'occurrence, ce serait le 1er janvier 2024. Et notre partenaire m'appelle tout début janvier en me disant « Charles, je suis désolé, mais le matériel qui devait être fourni, il n'est pas fourni parce que le bateau qui devait l'emmener n'est parti que le 29 décembre. Donc forcément, le matériel n'était pas à l'état d'exploitation au 1er janvier. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'on s'est mis d'accord. Nous, on a appelé les clients et notre partenaire s'est engagé du coup à restituer une partie de la somme, une partie de l'apport qui correspondait à un matériel donné, majoré d'1% d'intérêt par mois de mobilisation. Donc, il a fait les virements au mois d'avril. Les investisseurs ont pris 1% par mois, entre guillemets, de retard. J'ai envie de dire que d'un point de vue satisfaction client, c'était plutôt bien. Et après, David, par rapport à la rémunération Epsilium, finalement, on est commercialisateur pour notre partenaire. Donc, on est rémunéré par lui. Et après, en plus, on va prendre des frais de recherche de mandat qui sont généralement entre 1 et 4% du montant de la réduction d'impôt recherchée. Donc, par exemple, si on prend un exemple chiffré, 4% de 10 000 euros sur toujours notre exemple, ça fait 400 euros. Ça permet aussi de rémunérer les conseillers. Donc, disons qu'il y a 50% pour Epsilium, 50% pour le conseiller, ça fait 200 euros. Et on est beaucoup de conseillers à être indépendants et à payer des charges sociales. Donc, voilà, il pleure, il y a de la rémunération, si vous voulez, sur le volume, mais pris individuellement, ce n'est pas forcément des sommes qui sont colossales comme vous pouvez. Et puis, c'est pas ce qui nous fait gagner de l'argent. Donc, c'est plutôt un instrument pour nous de fidélisation. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir toujours la possibilité de faire gagner de l'argent chaque année à nos investisseurs. Parfois, ça peut être un dispositif qui va être mis en place en attente d'un dispositif défiscalisant immobilier qui va se livrer peut-être dans 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on fait ça. Ça peut être aussi un dispositif complémentaire aussi j'agis avec ma loi Pinel à la hauteur de 6 000 euros, sauf qu'il me reste 20 000 euros à payer, je vais faire un complément. Et ce complément, parce que je gagne 1 500, 2 000, 3 000 euros net, c'est un peu l'effort d'épargne que je mettais dans mon investissement locatif. Donc, du coup, ça me permet d'être en autofinancement. C'est-à-dire le gain que je gagne chaque année, je le réinjecte pour payer mon appartement et sans surcoût et sans perte de mon pouvoir d'achat. Ça peut être conçu, comme je vous l'ai dit, comme un placement de trésorerie en diversification, puisque par définition, je peux mettre un bout en épargne disponible immédiatement à 3% sur mon livret, je peux mettre un bout sur mon assurance vie, mais je peux aussi faire un petit bout de cash flow dont l'effet financier et fiscal est rapide. Donc, bref, en tout cas, voilà, c'est pas un enjeu financier majeur pour nous, donc c'est pas là-dessus qu'on gagne de l'argent, mais c'est surtout un instrument c'est un peu le produit bonbon qui permet de travailler chaque année sur une optimisation de la situation de nos clients. Donc voilà. On est pas mal sur le timing. Donc, en l'occurrence. Est-ce que j'ai pas vu si la question de David, en dessous, si on y avait répondu.
Il y a une question. Dessous, non y a-t-il suffisamment de projets en face des investisseurs? Il y a aussi cette question-là. Non, il n'y a pas toujours suffisamment de Non. projets. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Il ne faudrait pas que les monteurs en Girardin trouvent du produit et courent après le client, parce que je pense que c'est la meilleure manière de faire des erreurs. Donc, il arrive, c'est déjà arrivé, ça arrive tous les ans, qu'il y a un moment donné, on doit dire non au client. Désolé, on s'y prend trop tard, vous y prenez trop tard. Vous passez votre tour et puis vous ferez l'année prochaine. Donc, en fait, les opérateurs en Girardin, ils ont intérêt à lisser les investissements toute l'année, parce que vous imaginez bien, par exemple, que pour financer un matériel de BTP, comme disait Stéphane, les besoins ne sont pas qu'au mois de novembre. Donc, les opérateurs en Girardin font des rentabilités qui sont plus intéressantes au niveau de votre apport, vous, investisseurs, généralement par trimestre. Donc, plus vous faites tôt dans l'année, mieux c'est. Votre intérêt est peut-être un peu divergent, dans le sens où vous avez peut-être intérêt à mobiliser votre trésorerie sur un laps de temps plus court. Bon, il faut essayer de trouver le juste milieu. Parce que grosso modo, quand on est en début d'année, on est à peu près à 80, on est à 8 000 € d'apport contre 8 500, quoi. C'est à peu près ça la proportion. À peu près ça, oui. Donc, du coup, on est sur un gain net qui est plus important, mais qui demande à souscrire en général au premier semestre. Et donc, non, à la question de novembre, n'est-il pas déjà tard si les projets concernent des produits manufacturés en dehors de DOM? Non, nous, on a des enveloppes, en fait. C'est-à-dire qu'avec notre monteur, il nous a garanti et il a identifié et on a validé les projets qui étaient disponibles cette année, en fait. Donc, c'est ce que vous expliquez, Charles. À partir du moment où il n'y en a plus, on n'en fera plus. On n'ira pas chercher des choses qui ne nous semblent pas sécuritaires. Donc en l'occurrence, là, on a encore la réserve. Donc, et c'est quand même un produit de saison. Souvent, les gens se réveillent au dernier moment. Donc, on est habitué. Donc, même si on essaie de s'y prendre de plus en plus tôt pour bien gérer le flux de travail, parce que l'air de rien, c'est quand même un formalisme pour nous qui est un peu complexe. Pour le coup, on sait s'y prendre dans les temps. Et en l'occurrence, novembre-décembre, c'est quand même le produit qui va bien à bon moment. OK. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette intervention. J'espère que ça vous a plu. L'idée, c'est qu'évidemment, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez un lien qui vous permet en fait de prendre rendez-vous et de nous contacter. De nous contacter et de prendre contact avec certains de vos conseillers, puisque certains d'entre vous êtes déjà clients. Et puis l'idée, c'est que vous allez recevoir aussi potentiellement cette vidéo, cette vidéo pour que vous puissiez vous la repasser si vous le souhaitez en soirée, ou vous la transférer à des amis. Donc, puisque l'idée, c'est si vous aviez des choses que vous n'avez pas pu avoir comme information, que vous puissiez reprendre le sujet en route. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On attend de vos nouvelles pour ceux qui sont intéressés. Et puis une bonne fin d'année. À bientôt. À bientôt.